Bonjour, on va parler de l'effondrement. On va poser les bases parce qu'on va faire plusieurs vidéos là-dessus. Pour bien illustrer notre vidéo, je vais vous raconter une anecdote. J'étais adolescent, avec mes parents partis en vacances sur une île et j'aimais bien boire l'eau de coco, l'eau de noix de coco. Ah d'ailleurs, je vous en raconte une sur les noix de coco. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a plus de morts par chute de coco sur la tête que de morts par attaque de requins. Donc vous êtes tranquille sur votre plage, vous dites je mets pas les pieds dans l'eau parce qu'il y a des requins, et en fait vous prenez une coco sur la tête quoi. Donc je reprends, je suis sur la plage avec ma coco, je bois mon lait de coco, et je vois un rat ou une souris qui grimpe sur la palme du cocotier, qui va vers les noix de coco, qui rentre dans un trou qui avait été fait. Donc il a mangé la chair de coco et ensuite il est ressorti, il est parti. Premier réflexe que je me dis, mais les rats vont manger toutes les noix de coco. Le cocotier est sans défense, il se reproduit très lentement, alors que les rats sont rapides, ils se reproduisent beaucoup plus vite. Alors sur le moment, je n'avais pas compris, j'ai compris que plus tard, en fait, que dans la nature, il y a un équilibre qui se crée. Les rats mangent les cocos. Quand le nombre de noix de coco devient trop petit, la population de rats diminue. Ensuite, il y a plus de cocos et à ce moment-là, la population de rats peut augmenter. Et c'est un cercle comme ça. Je suis obligé de préciser pour les connaisseurs que j'ai simplifié un peu l'histoire. Parce que dans la réalité, en particulier aux Antilles, d'abord les rats ont été importés par les colons espagnols. Donc déjà, c'était pas une espèce animale qui était naturellement sur l'île. Et en plus, ils sont omnivores. Donc s'il y a moins de coco, ils vont manger autre chose. Mais la configuration que j'ai exprimée de façon plus simple, c'est un équilibre classique qui est observé dans la nature, que ce soit dans les océans ou sur Terre, entre les proies et les prédateurs. Tout ça pour dire finalement que dans la nature, la proie n'est jamais exterminée par le prédateur, sauf cas très rares. Cette relation nous dit clairement que la nature est là pour rappeler à l'ordre lorsque l'on insiste trop sur une ressource naturelle. Et je parle bien de ressources et non de réserves. Quand je pense aux réserves, je pense au charbon, au pétrole, au gaz, mais aussi aux minerais, donc les métaux, tout ce que l'on trouve en fait sur la Terre et qui ne se renouvelle pas rapidement. Donc cette vidéo, c'est bien pour poser les bases, pour rappeler qu'un prédateur ne peut pas exterminer sa source alimentaire. L'exploitation des réserves naturelles, qui sont justement non renouvelables, c'est le seul cas d'effondrement que l'on peut vraiment rencontrer. Même si un effondrement peut entraîner la fin d'une civilisation, la fin d'une civilisation n'est pas forcément due à un effondrement des ressources. On ne va pas mélanger les deux, effondrement et fin d'une civilisation. Pour prendre un exemple, pour que ce soit clair, la civilisation des pharaons en Égypte antique n'a pas disparu à cause d'un effondrement de ressources, mais par la conquête de l'Empire romain. Je tiens à le préciser parce qu'on est de plus en plus dans un discours qui voudrait nous faire croire que toutes les civilisations anciennes qui ont disparu se sont effondrées à cause d'une surexploitation de leur milieu. Notre civilisation pourra peut-être s'effondrer par une surexploitation des réserves naturelles, que la nature a mis des millions d'années à construire, mais pour les autres civilisations que l'on a rencontrées, on n'a pas de preuve formelle que ces effondrements sont dus à une surexploitation des ressources. Tout simplement parce que, comme on l'a vu, il y a un équilibre naturel qui se crée. Sauf si on parle d'exploitation de ressources non renouvelables. Pour le moment, les seuls qui faisons ça, c'est nous. Donc on scie un peu la branche sur laquelle on est assis. C'est un peu dérangeant d'ailleurs ce discours qui tente à nous faire peur en essayant de remanier l'histoire. Il y a un constat évident que l'on exploite des ressources non renouvelables, donc il y a vraiment un risque quand les ressources vont commencer à diminuer, mais dans l'histoire de l'humanité, on est les seuls à exploiter ces ressources. Alors je ferai bientôt une vidéo sur l'île de Pâques, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui se disent « oui, mais il n'a pas parlé de l'île de Pâques ». Alors pour bien faire comprendre cette histoire où on ne doit pas commencer à, dès qu'on ne sait pas, associer à quelque chose qui nous arrange. Ces conclusions hâtives ne sont pas bonnes du tout. Donc un exemple. Un jour on est dans un café et au lieu d'avoir une réunion café philosophique, il y avait au bout du café une réunion café ufologique. Donc ce sont des personnes qui se réunissent pour parler des extraterrestres. Donc on écoute vite fait du coin de l'oreille. Et pour eux, chaque fois qu'il y avait quelque chose d'inexpliqué, c'était dû aux extraterrestres. Une lumière dans le ciel, c'était les extraterrestres. Un son entendu de l'espace dont on ne connaît pas la source, c'est un signal extraterrestre. Un avion qui disparaît, il est enlevé par les extraterrestres. Donc c'est ça qui est dérangeant. Quand on commence à dire
dès qu'on ne sait pas, on a trouvé une solution, ou on fait coller à la réalité quelque chose pour lequel on n'a pas de preuves, ça pose un gros problème. Donc je vous le dis, je suis très loin de penser que notre civilisation ne court aucun danger. On va faire plusieurs vidéos, dont une en particulier sur le peak oil. Mais on doit lutter contre toutes les conclusions rapides. Voilà, donc on remettra de l'ordre dans tout ça pour bien voir le vrai du faux. Et on n'affirme rien tant qu'on n'en est pas sûr. Merci, au revoir.